Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à l'optimum, cet enfant ne grossisse pas pendant que sa croissance se poursuit, et au moins que la croissance en poids soit plus faible, plus lente que la croissance en taille. Alors pourquoi est-ce que tu viens ici à Herriot? Parce que j'ai des problèmes de poids, parce que ma mère m'a trouvée un peu ronde. Alors maintenant, on m'a fait stopper mon poids et on me fait grandir. Ah, comment on fait? On te tire comme ça et on te... On me fait supprimer le sucre. Ça me donne moins de calories, puis ça me permet de stabiliser mon poids et de grandir. Dalila, toi, quel âge as-tu? 10 ans. 7 ans. 12 ans et demi. Et tu pèses combien? 64 kilos. 42. 45. 26, et puis l'autre fois que je suis venue, je pesais 28. C'était trop, là. Je m'appelle Aline Thomas, je suis journaliste, et en 1984, j'ai presque 3 ans. Si je devais choisir le sentiment qui m'a le plus accompagnée depuis l'enfance, j'aurais tendance à vous décrire celui-ci. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Normal, me direz-vous. Je suis grosse. Quand on a les contours un peu trop larges, pas toujours facile de se sentir à l'aise dans un monde qui vous rappelle en permanence que vous prenez trop de place. Et le plus absurde dans cette histoire, c'est que plus vos contours sont larges, et plus vous disparaissez aux yeux de la société. Pendant de longues années, j'ai accepté de me conformer à une société qui tolère que les femmes grosses aient 8 fois moins de chances d'être embauchées. Une société où les professeurs sont moins exigeants avec les enfants en surpoids. Une société où, indépendamment des origines sociales, les gros ont moins de chances d'obtenir un diplôme universitaire. Une société où une personne sur 5 préfère souffrir de dépression plutôt que d'être obèse. Avant, je m'adaptais. Puis j'en ai eu marre d'envier ce corps que je n'aurais jamais, et j'ai commencé à me demander pourquoi j'avais cru si longtemps qu'il fallait un corps dans la norme pour accéder aux portes de ses rêves. Sur ce chemin, j'ai rencontré des femmes au parcours d'exception, des femmes aujourd'hui dans la lumière qui ont su franchir les barrières de l'invisibilité. Elles s'appellent Axel. Je suis chanteuse d'opéra. Lisa. Je suis chroniqueuse télé, et à la fois coach sportive, à la fois j'anime des ateliers confiance en soi. Pauline. Je fais beaucoup de choses. Je suis autrice, compositrice, interprète et je suis aussi illustratrice. Anaïs. Je suis youtubeuse blogueuse et je suis ronde. Matou. Je suis autrice de bande dessinée. Lola. Je suis comédienne et chanteuse et je fais partie d'un groupe de filles qui s'appelle Les Coquettes. Marine. Je suis humoriste, comédienne, podcasteuse. Et Sabrina. Je suis kiné et ostéopathe de formation. Je vulgarise tout ce qui a trait à la santé de la femme. Comme moi, elles ont dû se battre plus pour arriver à un endroit où la société ne les attendait pas. Comme moi, elles sont grosses. Je suis née gourmande. Gourmande de tout d'ailleurs. J'étais un bébé curieux, joyeux et gourmand. Le premier métier que j'ai voulu faire, c'était pâtissière. Avec une magnifique décoration. Ce gâteau est composé de magnifiques chenilles de sel. J'étais une petite fille qui voulait vendre des rêves sucrés aux gens qui n'en avaient pas. Ça, ce sont mes souvenirs et les sensations que j'ai imprimées. Mais en regardant les photos aujourd'hui, je ne vois pas la même chose. Je ne retrouve pas le reflet de la petite fille enrobée avec laquelle je me suis construite. Pourquoi ma mémoire a-t-elle décidé de figer cette image de moi? C'est ce que je vais essayer de comprendre avec 8 femmes de ma génération qui ont accepté de partager des morceaux de leur histoire. T'as toujours été ronde? Ah oui, toujours. Je suis née toujours. D'ailleurs, je suis née prématurée, 7 mois, et je faisais un poids de bébé normal.
Donc je pense que tout est dit. Genre moi je suis née parce que voilà, j'étais prête, mais quand même à 7 mois. Et j'ai toujours été ronde, toujours. J'ai toujours été rondelette. En tout cas, dans mes souvenirs. Parce que quand je regarde des photos, maintenant je me dis, mais pas tant que ça en fait. Je me trouvais grosse quand j'étais petite. Mais rétrospectivement, quand je regarde, je l'étais pas vraiment. Objectivement, aujourd'hui, avec le recul, non. Mais je me suis toujours sentie grosse quand j'étais enfant. Plutôt mince et grande. Juste, j'avais des bonnes joues au niveau des fesses. J'ai toujours entendu que j'étais grosse. Et factuellement, quand on regarde les photos, j'étais pas si grosse que ça. Par contre, j'ai toujours pesé lourd sur la balance. J'ai pas toujours été grosse, non. Jusqu'à mes 6-7 ans, j'étais considérée dans la courbe normale d'évolution d'un enfant. Et après, ça a basculé petit à petit. Moi, j'ai toujours pris du poids petit à petit. J'ai toujours été à la limite d'eux. Et à un moment donné, j'ai basculé dans le au-dessus de la courbe. Hein. Ah, le dessus de la courbe. C'est la fameuse courbe rose dont parle Lisa. Vous l'avez ? Celle de la page 22 du carnet de santé. La bonne fée de notre avenir. Celle qui s'assure à chaque consultation chez le pédiatre que je reste bien dans la norme. Bonjour, nous sommes absents pour le moment, mais vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Bonjour madame, c'est la secrétaire du pédiatre. Je vous confirme le rendez-vous des 9 mois pour votre fille, jeudi à 15h. Je ne marchais pas encore, et pourtant c'est lors de cette visite des 9 mois que le pédiatre a écrit après m'avoir pesé « Excellent éveil, excès pondéral ». Excès pondéral. 2 petits mots indélébiles où mes joues potelées sont devenues un enjeu d'avenir en quelques minutes. Alors quand j'étais toute petite, il y a un médecin qui a alerté mes parents, pas à cause du poids que je faisais, je sais pas trop comment, parce que j'étais pas non plus... voilà, ils ont dit attention, il va falloir surveiller le poids, elle a une tendance à grossir. Comme s'ils allumaient une petite ampoule de faites gaffe. Faites gaffe les gars parce qu'elle peut vite vriller et ça peut vite partir en cacahuète. Il y avait un seul schéma en fait, on était au bord de la courbe, nutritionniste. Hop. C'est vrai que tout de suite les médecins te disent ah, vous êtes un peu au-dessus de la courbe, il faudrait faire attention, nanana. Et puis ma mère qui était un peu inquiète, ouais, j'ai vraiment très vite été mise sous régime. Il faut faire ça au niveau alimentaire, il faut faire ça, attention, toujours cette pression en fait. Quand on est au-dessus de la courbe sur le cahier de santé, il y a carnet de santé, il y a une énorme pression. Et ça, je l'ai ressenti dès le début, oui. À partir du moment où il voit son enfant, où tu vois ton enfant qui mange des sucreries et qui grossit, tu fais le lien entre le fait qu'il grossit et pas forcément le fait que, comme toi, tu es génétiquement, comme toi tu es grosse et que ta mère est grosse et que ton père est gros, peut-être que c'est un peu normal qu'elle le soit aussi. Non, c'est oh là là, elle mange beaucoup trop. Alors qu'en fait, non. Un pamplemousse le matin, la petite biscotte, mais avec très peu de beurre. Je me souviens de ça. Et j'étais très très jeune. Je me souviens de mon père qui m'enlève le pain à table, qui même me met des claques sur la main quand j'essayais de prendre un bout de pain. Et je la voyais rayer. Et moi, je me disais, mais il reste quoi au final? Je vais manger de l'eau et du pain. C'est obligé. Elle m'a amenée quand même assez jeune voir des diététiciens. Le premier, c'était à 12 ans. Et dès le début, on m'a expliqué comment manger, que je mangeais pas bien, fait des assiettes énormes que j'arrivais pas à finir avec des trucs que j'aimais pas. Et on m'a appris à compter les calories, à lire les étiquettes. Je suis incollable sur ça. Ça marche pas a priori, mais je suis incollable. On m'a prescrit des coupes-faim, on m'a prescrit des régimes hyper restrictifs. À la fin de la... Enfin, en milieu... vers 4 heures, je commençais à crever la dalle. Ouais, les régimes, j'ai commencé genre à 12 ans, ouais. 12 ans. 12 ans. 12 ans. C'est petit, 12 ans. 12 ans, c'est petit. Déjà, quand on est adulte, c'est compliqué de suivre un régime, alors quand t'as 12 ans... Enfant, moi aussi, je commence à compter les calories. À 13 ans, je pèse 59 kilos et je passe mon été dans un centre d'amaigrissement pour enfants obèses. Je maigris, tout le monde me félicite, on m'encourage même. Je commence à associer progressivement les mots volonté, minceur et réussite. Le parent, tout de suite, il a peur.
Et finalement, c'est aussi un acte d'amour. C'est-à-dire que le parent, il ne fait pas ça pour mal faire. Il fait ça aussi parce qu'il se dit « mon enfant va souffrir ». Donc si mon enfant va souffrir, mon rôle, c'est de prévenir la souffrance. Donc comme mon enfant va souffrir d'être gros, eh bien je vais faire en sorte qu'il ne le soit pas. Mais en faisant ça, il stigmatise l'enfant qui va être marqué dans sa chair par les paroles du parent et qui peut-être deviendra gros à cause de blessures émotionnelles et peut-être qu'il n'était pas programmé pour être gros, cet enfant-là. Je le gérais hyper mal. C'est comme ça que j'ai développé d'ailleurs la mauvaise habitude de grignoter. Parce que je mangeais pas assez, je mangeais pas à ma faim, donc j'avais faim. Et donc dès qu'il n'y avait personne, en cachette, j'allais prendre à manger. Donc en fait, ça n'a fait qu'empirer la situation. Au contraire, ça a tout empiré. Et j'en suis persuadée que si on m'avait pas mis au régime si tôt, j'aurais pas autant souffert de prise de poids. Pour eux, un enfant gros, c'est un enfant qui va peut-être avoir plus de difficultés dans la vie, qui va avoir plus de difficultés à trouver un boulot, à trouver un partenaire ou une partenaire, à trouver, voilà, à avoir les mêmes chances que tout le monde. Ça réduisait nos chances de réussite. Il y avait vraiment ce désir-là aussi d'essayer d'avoir le plus de chances possible, enfin de mettre le plus de chances possible sur son enfant et voilà, d'essayer de lui dire il faut faire attention, il faut faire des régimes parce que voilà, sinon ça sera plus compliqué de réussir, quoi. C'était une façon de prendre soin. Oui, voilà, c'était une façon d'aimer, en fait. C'était aimer ses enfants, en fait, c'était ça. Et on savait, parce qu'on savait pas à l'époque ce que ça veut faire un régime, c'était tout péter, quoi. C'était tout éclater, c'était nous faire entrer dans une spirale dans laquelle il est très compliqué de sortir. Et ça voulait dire, moi, ça a été vraiment ma route dorée vers l'obésité, c'est sûr. Sur cette route dorée tracée par la norme, je vais croiser tous les complices bienveillants de la courbe rose. Ceux qui, le plus souvent sans le savoir, vont m'apprendre à être grosse. Vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Bonjour, c'est la professeure de danse d'Aline. J'ai bien eu votre message. Je prends acte qu'Aline ne continuera pas l'année avec nous. La danse, justement. Moi qui croyais que j'avais dû arrêter parce que je faisais trop de choses. C'est l'histoire que je me suis racontée. J'ai appris il y a seulement quelques mois que mes parents m'ont retirée du cours parce que les autres petites filles se moquaient de moi. Je trouvais pourtant que j'étais faite pour le tutu, mais tout le monde n'était pas de cet avis. J'ai fait de la danse, enfin, j'ai surtout fait de la gym et de la GRS. J'ai peut-être pas choisi le sport le plus facile à gérer avec mon corps de l'époque parce que 6, 7, 8 ans, on m'a effectivement expliqué que j'avais pas le corps qui correspondait à ce sport-là. On m'a très vite mis remplaçante. J'étais pas particulièrement bonne, mais je sais aussi que mon corps ne convenait pas au juge, je rentrais pas dans la norme. Donc ça, c'est le premier épisode de T'es pas à ta place, quoi. L'escrime, j'adorais, j'étais très bonne. Mais arrivé à un moment où mon visage, mon corps grandissait, j'avais plus de casque à ma taille. Donc rapport à... J'ai un gros tour de tête, plus des gros cheveux. Donc j'avais plus de casque enfant à ma taille et je pouvais pas passer dans la catégorie adulte. Donc du coup, j'ai dû arrêter l'escrime à cause de ça. Mais j'étais dévastée parce que je me disais, mais punaise, c'est même pas mon corps, c'est ma tête. C'est à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, donc elle va s'y mettre en fait. Tu n'es pas faite pour la danse, il n'y a pas de casque à ta taille, tu vas être remplaçante. Des mots qui scotchent sur le banc de touche avant même d'avoir pu faire une tentative. Je commence à comprendre qu'être trop grosse signifie ne jamais être complète. On oublie que nos enfants deviennent ce qu'on leur dit qu'ils sont. Si on dit pendant des années à un enfant tiens-toi droit, tu es toujours voûté, ou arrête de manger, ou n'importe quoi, ça vient se superposer et envahir comme un liquide qui viendrait s'insinuer dans toutes nos cellules. Ça vient se nicher dans le moindre recoin de notre sensation d'être. Et je crois que ça fait plus qu'abîmer. C'est assez ravageur en réalité. Mon père, quand j'avais à peu près une dizaine d'années, m'a dit, parce que mon père était prof de SVT, il aimait bien
tout justifié par la science. Et donc, il m'a dit bon, Matou, je suis vraiment désolée, mais il s'avère que je pense que là, tu as les gènes de ta mère, parce que ça se voit, tu prends facilement, t'as un squelette assez lourd, voilà, des os assez lourds, voilà, tout est expliqué comme ça, bref. Et donc, voilà, j'avais a priori les gènes de ma mère, qu'a priori je serais grosse plus tard. Donc en fait j'ai eu une sorte de sanction, en tout cas je me suis dit de toute façon je ne pourrais pas y couper en fait, à un moment je vais être grosse. Je savais pas quand, mais voilà, je faisais ma vie en me disant un jour je serai grosse et a priori c'est pas cool. Le premier souvenir un peu parlant que j'ai, c'est, je me souviens qu'en CM2, j'étais très amoureuse d'un garçon. Et on était 2 filles à être amoureuses du même garçon. Et l'autre petite fille était beaucoup plus mince. Et je me souviens d'une scène à la piscine où on est toutes les 2 en maillot et où je me dis, j'ai aucune chance avec ce mec parce qu'elle est beaucoup plus mince et en maillot, c'est beaucoup plus joli. Alors aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue d'avoir eu cette pensée quand j'étais en CM2. J'avais donc 9 ans. À partir de la 6e, il y a eu un tournant parce que j'ai eu le droit pour la toute première fois de ma vie d'aller en ville avec mes copines. Et je m'étais retrouvée dans un Pimki ou un truc comme ça et je m'étais dit mais en fait je suis grosse. Et je rentre pas dans les habits. Parce que mes copines, elles prenaient des toutes petites tailles et moi, je pense que j'avais dû prendre du 40, tu vois. Ce qui n'était pas du 38 ou du 40. Mais vraiment, la différence n'était pas marquante. Mais c'est la première fois où je me suis, en tout cas dans mon souvenir, où je me suis vraiment dit que en fait, j'étais plus grosse que les autres. Je devais avoir 17 ans. Je vais à un barbecue où il y a un garçon que j'aime bien. Ça part en bataille d'eau. Moi, angoisse totale, je suis là, oulala, j'ai chaud. Et donc, je suis complètement trempée. Et ce gars-là dit, bah venez, je vous prête des polos, tu vois. Et je tire sur le polo. Je tire, tu sais, je mets des coups de coude dedans pour les tirer et le truc me fait une robe moulante. Alors que sur toutes mes copines, c'était un truc hyper stylé, oversize. Tu vois, genre limite, c'était une nouvelle mode qui était sortie. Et moi, je suis là avec mon polo kaki. Je m'en rappelle. Depuis, cette couleur, c'est mort. Hein. Tu me verras pas en kaki. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, merde, les gens, ils vont me voir là. Le stigmate, c'est quelque chose qui prend la place, qui se substitue à la richesse d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de la personne à une caractéristique. La couleur, l'orientation sexuelle, le poids, la couleur des cheveux, éventuellement. Ces éléments-là donc, font qu'on ne voit que ça. Et l'histoire de la personne, sa richesse, sa complexité, ses contradictions, tout ce qui fait que disparaît. Et on a un cercle vicieux de la stigmatisation. Premier élément, ça impacte les trajectoires sociales. Deuxième élément, ça impacte l'estime de soi et le rapport à l'alimentation. Le fait de réaliser que j'étais plus grosse que mes copines a fait que je suis rentrée dedans, c'était comme une brèche, et que du coup c'était un fait établi que j'étais plus grosse. Et que donc peut-être ça a déterminé certaines choses de comment j'ai grandi ou comment j'ai fait en sorte d'être physiquement et d'être au monde en fait. Je suis pas sûre, hein. Là je t'en parle, c'est la première fois que j'y pense, donc tu vois, c'est pas clair comme propos, mais si tu veux, c'est juste que ouais, je pense que tout de suite je me suis dit bah d'accord, je suis la grosse de l'équipe quoi. Être la grosse de l'équipe. Je connais si bien ce sentiment. Et autant dire que le gros de la team dans les représentations sociales, il est rarement au top. C'est même plutôt l'inverse. On est toujours confronté, et notamment sur les personnages gros, à des personnages assez caricaturaux. Et j'ai une pensée qui me vient dans une série assez récente qui est Le Bureau des légendes. Le personnage qui est gros, eh ben, il mange tout le temps. On le voit tout le temps avec un sandwich à la main, des frites. Ça, c'est de l'ordre de la caricature. Il y a des exemples un peu plus anciens. Dans une série que tout le monde connaît qui est Friends. Dans cette série, on représente un des personnages quand elle est adolescente, quand elle est jeune, c'est Monica. Elle aussi, on la représente jeune, donc avec, elle est maquillée, habillée de façon à être grossie, et elle est tout le temps en train de bouffer. Ça aussi, c'est de l'ordre de la caricature. Bon, Friends, ça a vieilli aujourd'hui. Mais
ça n'a pas complètement disparu, notamment sur des questions de sexualité. On ne représente pas des personnages gros ayant une sexualité. Ça n'existe pas dans la représentation. C'est complètement invisibilisé ou caricaturé. Donc ça devient des clichés. Mon reflet dans le miroir de la société n'existe pas. Je n'ai pas de modèle. Et les seules rondeurs que l'on voit dans l'espace public sont des femmes qui, heureusement, vont maigrir pour vivre leur meilleure vie. Ça, c'était moi avec ce qu'on appelle des rondeurs pleines de charme. Pas terrible. Et ben les rondeurs, envolées. Moi, j'ai perdu du poids, regardez. Alors moi, gourmande comme je suis, si j'y arrive, vous y arriverez aussi. J'ai grandi dans les années 80-90. Je pense que c'est les pires années niveau modèle. Enfin, c'est l'époque où les mannequins ont commencé à devenir carrément anorexiques. Enfin, à être... la taille cool, c'était 34, quoi. Collège, lycée, c'était toutes les filles, genre Kate Moss. C'était le début des blogs, le début des... Et le début de... En fait, l'anorexie, c'était la mode, quoi. Je me souviens que dans mon collège et dans mon lycée, les filles, elles portaient un bracelet rouge autour du poignet pour dire je mange pas, quoi. Enfin, pour se reconnaître entre elles. Et c'était mon dream de faire partie de ces filles-là, quoi. Tout s'est passé comme prévu. J'ai bien compris, j'ai bien appris. Pas de normes, pas de place. Si je veux accéder à mes rêves, je ne dois surtout pas oublier de maigrir. Coucou ma chérie, c'est maman. Félicitations pour ton diplôme, t'es la meilleure. On est si fiers de toi. On a toujours su que tu pouvais tout réussir. Des messages d'encouragement comme celui-ci, Coucou, c'est maman. j'en ai reçu des centaines. Et c'est certainement ce qui m'a permis de devenir journaliste. Tu peux tout réussir. C'est avec cette ambiguïté que je me suis construite, que nous nous sommes toutes construites. Nous avons appris que la vraie réussite était celle d'un corps mince. Et en même temps, on nous a encouragés et on a valorisé nos qualités. En clair, on nous a offert du plomb et des ailes. Et avec ces ailes, nous nous sommes envolés. La notoriété et le succès permet en fait une liberté après d'aborder des sujets qui nous tiennent beaucoup plus à cœur. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chaise, finalement, on peut l'utiliser de différentes manières. Et surtout que finalement, la salle de sport, c'est vous. Coucou, c'est Princesse Périnée et aujourd'hui, on va parler des douleurs sexo. L'idée, c'est que je vais vous montrer toutes les pièces qu'il faudrait avoir cette saison, ou en tout cas, qui vont être super tendance et qui vont être super scrutées cette saison. Vieillir, c'est se rendre compte que les Spice Girls ont 40 ans. Ça fait mal, hein? Ouais. Voilà, je pourrais m'arrêter là avec une jolie conclusion du genre « Elles s'envolèrent avec leurs ailes et continuèrent leur incroyable ascension ». Mais je sais ce que vous allez me dire. Ça a l'air beaucoup trop simple. Des ailes et hop, on s'envole. Et vous avez raison. Les raccourcis, c'est la spécialité des contes de fées. La vraie histoire est un peu plus compliquée. Alors je vais vous raconter les coulisses, ce par quoi nous avons dû passer pour arriver jusqu'à nous. Nous avions des ailes, mais il nous fallut une armure pour affronter la société hostile à nos contours. À chacune sa méthode. Perso, j'ai choisi l'option autruche. Quoi de mieux que le déni? J'ai tout simplement dissocié ma tête du reste de mon corps pour avancer. Dans un univers défini par la norme, où je ne croisais personne qui me ressemblait, ni à la fac, ni ailleurs, ma tête est devenue le passeport de ma réussite. En clair, j'ai oublié que j'étais grosse. Et c'est une des choses que je partage avec Lola. C'est trop bizarre. J'ai une ambiguïté en moi qui est incroyable, que j'ai mis 36 ans à comprendre, qui est que j'ai toujours su que j'étais grosse, c'est-à-dire que je l'ai toujours envisagé quand je m'achetais des vêtements, quand je me pesais, Mais pour autant, j'avais pas l'impression d'être grosse. C'est-à-dire que je me trouvais dodue, particulière,
rondelette. Mais j'avais jamais... Et pourtant, je vivais des choses qui me ramenaient au fait que j'étais grosse. On me disait des choses, on me faisait des remarques. Et pourtant, je le voyais pas, en fait. Je dis souvent ça quand je raconte ça, c'est que c'est comme si j'avais un puzzle dans ma tête avec des milliers de pièces qui racontaient cette histoire, mais que le puzzle, il s'était jamais construit. J'étais complètement consciente que je devrais me battre 2 fois plus, si ce n'est 3, pour réussir dans la vie. Réussir à obtenir, je ne savais pas encore quel travail, c'était pas clair dans ma tête, pour réussir à avoir la vie que je voulais, pour réussir à peut-être avoir l'homme que je voulais, j'en sais rien. Dans ma tête, tout ce que me disaient mes parents, en fait, enfin ma mère et ma grand-mère et tout ça, bah, les magazines et les pubs et tout ça me le renvoyaient aussi. Et donc je me disais, oh, elles ont raison, tout va être beaucoup plus compliqué pour moi. Comme si la terre entière avait raison, en fait. Voilà. Alors que moi, au fond de moi, j'en étais persuadée que non. C'est ça qui était fou. C'est que j'avais quand même cette voix intérieure très forte qui me disait, mais non, il n'y a pas de raison, Axel. Il n'y a pas de raison. C'est complètement débile. Et en même temps, tout le monde autour me disait l'inverse. Donc j'étais là, j'attendais de voir, en fait. Vraiment, j'attendais de voir. Axel a choisi sa voix intérieure. Et Marine, elle, a pris une 3e option, celle de l'humour. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à tous, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Marine Baousson, enchantée. Et alors moi, j'ai compris très très vite que je ne serais jamais une James Bond girl. Non, moi j'ai beaucoup plus le physique de celle qui chante le générique. Adèle. J'ai décidé d'être comédienne. En fait, j'ai pas décidé d'être comédienne, j'ai décidé d'être humoriste. Parce que j'ai vu un spectacle d'Anne Romanoff et que j'ai vu que c'était un métier. Donc je me suis dit, ah d'accord, donc en fait on peut faire rigoler les gens, ce que je fais dans ma classe déjà, mais de manière rémunérée. J'ai dit, ça c'est bien. Et puis je me disais, ah bah Anne Romanoff, elle est un peu ronde aussi, donc en fait c'est pas impossible quoi. Muriel Robin, elle est un peu ronde aussi. Donc il y avait un truc de dire, ah bah en fait, peut-être que c'est un truc que je pourrais faire, parce que là, on a le droit, un peu. Il y a des gros dans la salle aujourd'hui ou pas? Ouais, par applaudissement, les gros. Très bien, une petite vingtaine de personnes, super. Vous êtes beaucoup plus que ça, je vous vois en fait. J'ai construit mon humour sur le fait d'être grosse, ça c'est sûr. Et c'était une identité, c'était mon identité. Chacune à notre façon, nous avons construit un personnage, un autre nous, plus conforme, plus acceptable, pour atteindre nos objectifs. Et puis un jour, quand nous touchons au but, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Enfin, moi, quand je me dessine vraiment très normée. Et il s'avère qu'après, j'arrive en dédicace, je me dis, putain, les gens, ils vont voir qu'en vrai, je suis pas du tout celle qui pense et que je suis une grosse usurpatrice et tout. Parce qu'en fait, avec les sorties, moi, j'ai sorti ma première BD en 2016 et j'ai commencé par une grosse tournée de dédicaces qui m'a un peu chamboulée parce que avant je dessinais un peu derrière mon ordi, puis là du jour au lendemain j'ai fait une quinzaine de dates en 3 mois. Il y avait à blinde de monde à chaque fois, des gens qui disaient qu'ils adoraient mon travail et tout, puis moi je les regarde en disant mais vous vous rendez pas compte que je suis en train de... je dis n'importe quoi, je suis pas celle que vous croyez, etc. C'était très compliqué pour moi. Et puis surtout, je voyais des roll-ups de ma gueule, 1 mètre sur 3 partout, comme ça. Alors que moi, mon image, c'était quelque chose de très... c'est quelque chose que je maîtrisais pas bien, j'étais pas à l'aise avec ce que j'étais, mon corps, ce que je représentais. Et donc c'est là où j'ai encore plus commencé à faire des régimes, je pense, au tout début de où la spirale a continué vraiment. Parce que là, je me suis dit, il faut que je fasse un régime parce que là, il faut que je perde, il faut vraiment que je perde parce qu'il faut que je sois à la hauteur de la réussite, quoi. Il faut que je sois... Voilà, je connais pas d'illustratrice de BD grosse, donc voilà, il faut que je sois... je suis pas dans la norme, là. Je me suis souvent demandé si le groupe aurait mieux marché si j'étais plus mince. Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Parce qu'il y a plein de... Je voyais plein de groupes avec un succès un peu équivalent au nôtre, avoir beaucoup plus de presse, par exemple, dans les magazines un peu cool, genre Mode Zik, où ils pouvaient, t'habiller un peu cool et faire des très belles photos. Voilà, ça, c'est un truc qui a jamais quitté mon esprit, quand même. Faire des régimes pour correspondre à la réussite normée,
Se demander si on aurait été encore plus loin avec des kilos en moins, la petite musique de la courbe rose et son refrain du « tu n'es pas complète » empêche de savourer le travail accompli. Je n'ai jamais fait autant de régime qu'aux premières étapes importantes de ma vie. J'étais préparée à lutter contre la grossophobie du monde extérieur, mais je n'avais pas prévu de lutter contre moi. Tout comme Lola. Avant j'attendais le prince charmant, mais j'ai compris. Aujourd'hui je suis moins en colère, ouais j'ai grandi. J'écoute même les conseils de ma mère, ouais j'ai vieilli. J'essaie de m'accepter comme je suis. Sans maquillage, je me trouve même jolie. Mais je fais quand même du palpé roulé, faut pas déconner. Avec les coquettes, j'ai commencé à avoir accès à des choses un petit peu plus VIP. Et il y a eu le moment où je me suis rendu compte que j'étais grosse. J'étais invitée à un défilé de mode. Et quand on est invité à un défilé de mode, en général, on nous propose de nous habiller avec les robes du créateur. On arrive là-bas, donc ils sortent les portants de mes copines. Et là, je me vois, c'est des robes genre Festival de Cannes, tu vois, c'est hyper beau et tout. Et elles ont plein de choix, plein de robes et tout ça. Et puis moi, je vois arriver mon portant et il y a 2 trucs, quoi. T'as 12 robes, 2. Puis bon, oh là là, je suis pas bien, j'ai envie de partir parce que je me dis, mince, en fait, moi, ça me plaît pas. Comment je vais leur dire que ça me plaît pas, tu vois? Ça me plaît pas, mais ça me plaît pas parce que c'est pas beau, parce que c'est magnifique. Mais ça me plaît pas parce que c'est pas à ma taille, putain. C'est pas à ma taille, en fait. J'ai pas envie d'aller faire des photos dans un défilé de mode avec une fringue qui, certes, on la range. Certes, on trouve des solutions. Tu vois, on traverse le ruisseau. Mais là, j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir un truc qui me va super bien, qui est à ma taille et qui est méga stylé. Je veux ça, en fait. Et pourquoi j'ai pas droit, en fait? Donc, là, je suis devant la glace et je sais même pas comment l'exprimer. Je panique, en fait, parce qu'en plus, comme je veux pas les froisser, parce que je sens qu'elles ont tellement envie de me faire plaisir et qu'elles te disent sans arrêt que t'es belle, mais c'est super, mais c'est super. Toi, tu te sens hyper mal, tu peux pas le dire parce que t'as pas envie d'être désagréable. Et ben, je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, genre, vraiment, bon, certes, je suis sensible, émotive et je pleure facilement. Mais là, un pleur, genre, qui était trop, quoi. Où tu te dis, là, ça déborde, quoi. Donc elle, hyper gentille, elle m'aide à me déshabiller et tout. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais te trouver un truc super, on abandonne l'idée du showroom et tout. Franchement, elle donne tout pour que je sois belle. Sauf que moi, je repars de ce rendez-vous. Et déjà, je suis hyper en colère contre moi parce que je suis retournée dans un showroom alors que je savais que ça allait pas bien se passer. Et je pleure, mais sans m'arrêter. C'est-à-dire, je pleure. Et je raconte cette histoire du showroom et je repleure. Et je me dis, là, il y a un truc, c'est pas bien normal, tu vois. C'est pas juste, j'ai les boules de pas avoir une robe Festival de Cannes, tu vois. Il y a un truc là, ça déborde, c'est pas normal. Je pleure trop. Et là, en fait, je prends conscience que je suis grosse. Et ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine parce que je me dis, en fait, gros, c'est pas bien, en fait. Bon, on m'a appris toute ma vie que gros, c'est pas beau. On m'a appris toute ma vie que gros, c'est empêchant. Donc moi, je veux pas être ça, en fait. Et je me rends compte que je suis grosse. Et en même temps, je me rends compte que ça me fait pleurer. Et je m'en veux à mort. Je me dis, putain, mais en fait, t'es grossophobe, meuf. En fait, t'es grosse. Et tu détestes le fait d'être grosse. Toi qui supportes pas le racisme, l'homophobie et la grossophobie. En fait, si tu pleures comme ça, c'est qu'il y a une part de toi qui n'aime pas être ça. Les gens, la première chose qu'ils voient quand ils me voient, c'est ça. Quand ils me décrivent, ils disent pas la fille qui a des lunettes, qui a une frange, qui est rousse. Ils disent, mais non, tu sais, Lola, la fille... Et moi, je me dis, mais c'est terrible, j'ai pas envie d'être ça. Et là commence le vrai travail, le vrai moment, la vraie acceptation et le vrai ruisseau à sauter. Le vrai travail dont parle Lola, c'est la prise de conscience de sa propre grossophobie et de tout ce qu'elle nous a conduit à faire. L'électrochoc de comprendre que même si on est sur le chemin de la réussite qu'impose la société, on ne s'accepte pas pour autant tel que l'on est. Pour certaines, l'acceptation passe par la réconciliation avec leur corps. J'ai un coach qui me suit mois par mois pour voir l'évolution. Et là, en fait, il me pèse pour faire le petit check du mois. Et là, je vois que je dépasse les 100 kilos, mais que je les ai dépassés, je suis pas à 101, quoi.
Je suis à 107. Et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Tu vois, ce jour-là, je me rappelle que j'ai un cours de vélo avec lui. Et j'ai dit, je rentre. J'ai besoin de rentrer, là, je me sens pas bien. Je rentre et je me suis mis à poil devant mon miroir parce que je me suis dit, en fait, je me suis jamais regardée. Donc, il y a un truc là. Et je veux voir où ils sont les 107. Parce que je les sens pas, tu sais, au quotidien. Je les sens pas quand je marche les escaliers. Je les sens pas. Donc, où est-ce qu'ils sont? Et là, en fait, je m'assois par terre, tu vois. Là où vraiment tu as tous les... le bonhomme Michelin qui s'assoit, quoi, tu vois. Tous les petits bourrelets. Et là, en fait, je m'assois et c'est là où je pleure. Parce qu'en fait, je me dis, mais tu t'es laissé tomber, meuf. Tu t'es laissé tomber, en fait. Vraiment, j'avais ce sentiment, pas de je suis moche, mais parce qu'en fait, je me dis, où es-tu, en fait? Où es-tu parmi tous ces kilos-là? Qui es-tu? Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis pas dit, non, il faut que je maigrisse. C'est bon, ça suffit, les bourrelets, machin. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis... On va se regarder, ma cocotte, et on va devenir amis avec nous-mêmes, là. Parce que ça peut plus durer comme ça, en fait. Alors, je m'étais fait poser un anneau gastrique. Donc, ça contraint physiquement ton corps à n'accepter que des petites quantités de nourriture. Et donc, j'étais assez fréquemment malade. Et un jour, c'était le jour de trop, en fait, où j'étais à quatre pattes sur mes toilettes en train de vomir mes tripes. Et je me suis demandé, mais... pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi? On me disait que c'était pour être en meilleure santé, mais en fait, j'allais très bien avant, par rapport à maintenant, en fait. On me disait que c'était parce que je serais mieux aimée quand je serais mince. Ben non, ça n'a rien changé, en fait. Là, c'est un no man's land dans ma vie. On me disait que, que socialement, ce serait mieux et tout. Bah non, c'est pareil, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Je suis juste plus mince. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, d'être tout le temps malade pour être mince? Bah non, en fait. Toutes les périodes où j'étais beaucoup plus mince n'étaient pas forcément des périodes où j'étais très heureuse, du tout. Puisque moi, en fait, vraiment, il faut que je sois très malheureuse pour arrêter de manger. Donc, en fait, c'est simple, quand je perdais du poids, c'est que vraiment, j'étais vraiment pas bien. J'ai confronté mes deux parents, en fait, l'année dernière, parce que... j'ai porté des poids qui ne m'appartenaient pas et donc j'avais besoin que justement les poids se rééquilibrent en fait. Ok, j'ai le corps que j'ai aujourd'hui, je suis aujourd'hui enfin la grosse que vous avez dit que j'étais toute mon enfance, je suis devenue ce que vous avez dit que j'étais et donc maintenant ça suffit, maintenant il est temps que je devienne qui je suis. Donc avec ce corps-là, avec un autre corps, peu importe, mais en tout cas je me détache de ça quoi. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents... Ah, ça y est. J'ai de la chance parce que j'ai deux parents très intelligents et très, très ouverts au dialogue. Et du coup, ça a guéri beaucoup de choses. En tout cas, ça a réconcilié plein de choses. Et depuis, du coup, j'ai entamé ce dialogue avec mon corps où on essaye d'être ensemble, d'être une équipe et d'avancer ensemble. Pour d'autres, l'acceptation passe par le fait de ne pas reproduire ce qu'on leur a appris. Ce que je faisais en parlant de moi sur scène et en me moquant de moi, ce n'était pas de l'autodérision, mais c'était de l'auto-humiliation. Et que donc toutes les personnes qui pouvaient s'identifier à moi sur scène, en fait, pouvaient en fait, en gros, j'ai réalisé que j'étais grossophobe, en fait. J'arrivais sur scène et je disais « j'ai perdu 30 kilos ». Et là, je me faisais applaudir. Et rétrospectivement, aujourd'hui, je me rends compte que je devrais pas me faire applaudir, genre regardez comme maintenant je suis belle. Parce que en fait, c'est pas ça qui est... En fait, c'est pas ça que je devrais faire applaudir. Ce que je devrais faire applaudir, c'est la performance, le fait que je me suis que j'ai réussi à me dépasser, que j'ai fait quelque chose d'incroyable et et qui était difficile et que j'étais fière de ce que j'avais fait. Et pas que j'étais mince. Être mince, c'était pas ça qui me rendait fière en fait. Ce qui me rendait fière, rétrospectivement, c'est le parcours que j'avais eu en fait. C'est le chemin que j'avais fait. Et aujourd'hui, par exemple, je dis encore, en montant sur scène, je le dis encore que j'ai perdu du poids. Après, je dis bon, depuis j'ai repris. Mais maintenant, je me fais applaudir. Après avoir dit que j'ai repris. Parce que ce que je dis, c'est regardez comme je suis belle en fait. En fait, c'est quand je suis devenue maman
que je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette pression sociale à la con? Parce qu'on a essayé de la donner à mon fils aussi. Et puis en avançant petit à petit, je me suis dit qu'en fait, c'était pas la vérité. Mais du coup, je l'ai compris sur le tard, quoi, presque 30 ans passés. J'ai subi de la grossophobie médicale et en plus, on me l'a inculqué. Puisque dans tous nos cours, en fait, on nous explique que l'obésité est un facteur de risque de XXX maladies. Donc, quand j'ai pris conscience que ça existait, en fait, ce que j'ai fait, c'est déjà de choisir de ne pas forcément en parler. Dans le sens où c'est pas mon rôle, moi, de faire perdre du poids aux gens. Moi, mon rôle, c'est du périnée, des abdos. Sous du gras, il peut y avoir des abdos. On n'est pas obligé d'avoir le corps fin pour faire du sport. Au contraire, faire du sport, c'est déjà s'aérer la tête, premièrement. Se faire du bien, travailler effectivement le système cardiovasculaire et cardio-respiratoire. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être dans un corps de la norme pour le faire. Mais là, il y a besoin de beaucoup de déconstruction. Parce qu'il y a des gens qui se disent, de toute façon, c'est foutu, c'est trop dur, ça sert à rien. Voilà. Pour la plupart d'entre nous, les déclics ont pris du temps. Et puis il y a celles qui nous attendent sur la ligne d'arrivée, les sprinteuses. Je veux parler d'Axel, de sa grande voix, et aussi de sa petite voix intérieure. Je pense que j'avais très vite compris que c'était le problème de ma mère, en fait. J'avais vraiment compris ça. Qu'est-ce que tu dirais que tu as en plus qui fait que tu t'es pas laissé complètement noyer dans toutes ces injonctions, en fait? Moi, je pense que c'est ma très grande confiance en moi. En moi, dans le sens où je sais que je suis méritante. Vraiment. Je mérite les belles choses qui m'arrivent. Je mérite la chance que j'ai. Je mérite d'avoir une belle vie. Je le mérite. Je le veux. Je le mérite. Et je fais tout pour l'avoir. Moi, le seul obstacle qui peut t'empêcher de faire quelque chose, c'est la santé. C'est la seule chose qui peut faire que tu ne vas pas réussir à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a la santé qui t'en empêche. Mais sinon, pour moi, il n'y a rien qui puisse t'empêcher de faire quelque chose si tu veux le faire. Rien. De par ma nature, il y a peu de choses que je pense que je ferai jamais. Donc, forcément, ce que je disais, moi, j'occulte tout, en fait. Je vis dans ma réalité, quoi. Donc, voilà. Si un jour on m'offre une butterfly, là, c'est la victoire du siècle. Quand on se débarrasse de sa grossophobie intérieure, on redécouvre qui on est. Et on prend conscience de sa propre valeur. C'est à cette seule condition qu'on peut changer les règles du jeu, s'écouter et s'autoriser à devenir celle qu'on veut être en pleine conscience. J'ai arrêté les régimes depuis plusieurs années. Je suis toujours journaliste, mais je me suis autorisée à investir l'endroit qui m'a le plus exclue, en créant ma marque de vêtements grande taille. Lisa, elle, est devenue la coach sportive de l'émission de santé la plus regardée de France. Jamais de ma vie, si on m'avait dit que une chaîne de télé, déjà, m'appelle pour être coach dans une émission où il y a le mot santé dedans, pour moi, c'était... au début, je me suis dit, c'est une blague. Vraiment, j'ai vraiment cru à une blague en me disant, mais c'est impossible qu'on fasse appel à moi. Et quand on m'a dit, surtout, ne catégorise pas les gens, on parle à tout le monde, le but, c'est vraiment de mettre tout le monde au sport. Là, je me suis dit, donc en fait, c'est ce que je fais tous les jours, quoi. Donc en gros, je transpose ça dans les codes de la télé et ça va être trop cool. Parce que j'ai jamais prononcé le mot gros, jamais prononcé le mot rond, j'ai jamais utilisé mon corps comme un argument de, voilà, moi si j'y arrive, vous pouvez le faire. J'ai jamais autant entendu, depuis que je fais Happy Fit, que je suis normale. Et en fait, ce truc-là, j'ai pas encore réussi à le... Tu sais, j'ai l'impression qu'on parle pas de moi. Pas que je me sens pas normale, mais je me dis, du coup, c'est moi la normalité maintenant. J'ai raté un épisode... Pendant des années, je me suis dessinée beaucoup plus mince que j'étais, donc c'était vraiment... pendant des années, c'était vraiment l'idéal, quoi. Je dessinais l'idéal et ça m'allait très bien, ça me calmait sur mes angoisses, ça me permettait de vivre avec mon double que j'aimais, voilà, ça me permettait d'aimer une fausse matou, mais d'aimer quand même, quoi. Et c'est déjà pas mal. Et depuis quelques temps, je dirais depuis 1 an, maintenant je me prends quand même beaucoup plus en photo pour dessiner après derrière, pour avoir le bon angle, mais pour mon corps aussi, pour pouvoir dessiner un vrai corps, le mien,
puisque c'est moi qui me dessine depuis, je me dessine depuis 15 ans maintenant, et ben, l'objectif c'était aussi de dessiner la vraie, ce que j'étais vraiment. Donc de plus en plus sur certains dessins, j'essaye vraiment plus de pousser aussi le travail de représentation et voilà. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que tu as réussi ? Comment répondre à ça? Je suis très fière de faire ça. Je suis très contente de pouvoir avoir la liberté de faire les BD que je veux, de faire les projets que je veux. Et surtout, je suis hyper contente parce que maintenant j'ai compris que je faisais vraiment, que ça faisait du bien aux gens, qu'il y avait des gens qui j'ai compris ça en fait, que c'était moi qui sans aucune prétention vraiment, mais que je permettais à des gens d'être mieux et plus heureux et tout. Et je me suis dit, putain, ça, Matou, c'est pas mal, quoi. Tu peux être contente de ça. Donc ça, je suis contente. Être mieux, se réconcilier avec son image, c'est aussi ne plus attendre que les autres nous renvoient une image idéale de nous-mêmes. Il y a encore quelques années, aucun de mes proches n'était gros. Donc je me sépare de mon ex avec qui je suis restée pendant 7 ans. Et je m'inscris sur Tinder. Et je sais pas, j'étais en Corse devant la télé et en un moment d'inattention, je swipe un mec et en fait on se rencontre au bout de peut-être 1 mois de se parler tous les jours par message. Et on se rencontre et là, merde, il est gros. Et lui, je vois dans son regard que il se passe la même chose. C'est genre, wow. On s'assoit même pas face à face, on est genre côte à côte. C'est mais malaisant au possible, on ne se plaît pas du tout. Et donc on repart de là, vraiment sans se le dire, mais c'est évident qu'on va rester potes, voilà. Et en fait, on continue à s'écrire tous les jours. L'été passe, il part en vacances, je pars en vacances, mais on s'écrit tous les soirs jusqu'à 4h du matin. Et voilà, et en fait, on se revoit à la rentrée au bout de 2 mois et tout a changé, quoi. En fait, je le trouve trop beau, quoi. Et voilà, et c'est le début d'une grande histoire d'amour. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais c'est vrai que ce rejet de... Le truc, c'est que quand t'es grosse et que tu sors avec un gros, t'as toujours peur qu'on te dise c'est parce que t'as pas trouvé mieux. Et je pense que ça, voilà. Mais je l'avais jamais conscientisé vraiment avant, c'est juste que j'étais que attirée par des mecs minces, point. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai eu la... Mais bref, enfin, en tout cas, je sais pas comment j'ai fait avant parce que c'est tellement plus confortable, quoi. Je me dis, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres petites nanettes qui passent par là, donc il faut que je fasse des choses, il faut que je fasse des trucs. J'ai pas envie que mon enfant il grandisse dans une société où on pointe les gros du doigt, où on pense que quand on est gros, on est fainéant, sale, rempli de problèmes, rempli de... Franchement, moi, je suis grosse, mais j'ai pas de problème, quoi. Je veux dire, ma vie, elle est super. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, je compense pas, je sais même... Enfin, je suis comme ça, en fait. C'est moi, je vais pas me battre toute ma vie contre ce que je suis. Je suis ça. C'est hyper OK pour moi. Et maintenant, je veux et j'exige que ce soit OK pour tout le monde, en fait. Je veux pas me laisser faire. En fait, il y a un ruisseau de plus. Peut-être c'est le dernier, je sais pas. J'espère que c'est le dernier, parce que des fois, je suis fatiguée. Mais je me dis, je vais le sauter, en fait. Je veux pas, en fait. Je trouve ça injuste. Donc, je lâche pas le steak. C'est quoi tes petites victoires? Oh, d'être là, de le faire, tout court. C'est plus qu'une petite victoire, c'est une énorme victoire. Parce que déjà, de base, sans avoir aucun souci, c'est hyper dur pour y arriver. Et ensuite, parce que je suis noire et parce que je suis grosse, il s'avère qu'en fait, au final, non seulement ça pose pas problème, mais en plus, ça peut même attirer. Je sais qu'il y a des jobs que j'ai eus parce qu'ils se disaient oh, ce serait super en plus parce qu'elle est noire et donc ça donne encore plus de modernité à la pièce, ou alors ça correspond exactement à mon idée. Voilà, alors je dis pas que c'est bien, mais n'empêche que ça m'a apporté des choses d'être qui je suis dans ce métier. Et je fais ce métier, et ça c'est une énorme victoire pour moi, parce que c'est hyper dur. C'est un des métiers... Tous les métiers artistiques, de toute façon, de manière générale, tout le monde est là, oh, tu vis de ta passion, c'est génial. Ouais, non, mais c'est hyper dur. Hein. C'est genre, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de repos, c'est du stress
permanent. Tu es jugé dès que tu ouvres la bouche. Donc c'est horrible psychologiquement à gérer. Donc faut être solide. Et puis il faut le vouloir. Et puis il faut tenir bon, quoi. Faut l'entretenir. Non, moi la victoire, elle est totale. De quand je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Axel, je suis chanteuse d'opéra. Moi, j'en peux plus. Je suis là genre derrière. J'en peux plus de moi, quoi. Exactement, c'est la folie. Pour terminer cette incroyable aventure, j'ai voulu réunir ces 8 femmes d'exception pour un événement un peu spécial. Un shooting photo sur le thème de la transmission. Je les connais toutes, mais elles ne se connaissaient pas. Et entre-temps, tu fais quoi du coup? Bah, je travaille. Je prépare tous les concerts de la saison. Le temps d'une journée, nous allons devenir celles que nous aurions voulu voir dans les magazines quand nous étions adolescentes. Cool. Allez, ça va. Vendu pour moi. Oui, ça va être beau en statique. Des modèles inspirants qui nous auraient permis de gagner du temps. Avec les bras aussi. Et puis j'ai invité Ethan. Il a 10 ans, et comme nous, il dépasse légèrement de la courbe rose. Nous avons fait une photo symbolique avec lui, pour qu'il n'oublie jamais qu'il y aura toujours des regards bienveillants pour le porter. Mais ce que je sais, c'est que moi, je suis maman, et je me suis rendu compte que mon fils, je ne suis pas seule à l'élever. On est très nombreux à l'élever. Il y a son école, ma famille, ma belle famille, ses amis, les parents de ses amis, la télé, les bouquins qu'il va lire. Il y a tellement de choses qui vont le construire que moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de se mettre à plein pour que le village entier qui va élever cet enfant, qui est le mien, le fasse dans les meilleures conditions possibles. Je suis heureuse à plein d'endroits. Mais il y a 7 endroits de mon identité où je suis pas encore avec mon corps. On n'est pas encore les meilleurs potes du monde. Mais je sais que quand il faut, mon corps est avec moi. Quand il faut. Regardez-moi bien. 1, 2, 3. Et j'ai tellement remis à plus tard avant. Je me disais tellement, ah, je ferais ça quand je serais mince. Non. Grosse comme je suis, je vaux ça. J'ai fait des choses que j'avais envie de faire et que je suis sans doute qu'au début, mais la voie est ouverte. Donc du coup, maintenant, je me projette beaucoup plus facilement. Mon corps, je l'adore parce que mon corps me montre tout ce que j'ai surmonté. Mon corps, c'est la vie, quoi. J'adore la vie. J'ai une chance incroyable d'être en vie. Moi, je sais pas, je chéris la vie tellement que le vaisseau qui me permet de traverser cette vie, je le chéris, quoi. J'ai réussi à m'affranchir. J'ai réussi à être la seule, enfin, à continuer, même quand je suis la seule à croire en moi. J'ai pas l'impression d'avoir perdu de temps. Il a fallu que je passe par tout ça pour être qui je suis aujourd'hui, et je pense qu'on aurait pu me dire n'importe quoi à des âges où j'étais pas prête à l'entendre, ça de toute façon ça n'aurait pas imprimé. L'important c'est pas l'arrivée, l'important c'est le chemin. Au début de cette aventure, je ne reconnaissais pas la petite fille que j'étais sur les photos. Aujourd'hui, je sais qu'elle a fait de son mieux. Je ne peux pas changer cette image, mais ce film m'a permis de comprendre que la mémoire se nourrit du regard qu'on porte sur soi, au présent. Alors aujourd'hui, ce dont je veux me souvenir, c'est que je suis une femme grosse et que je mérite le meilleur. Que nous méritons toutes le meilleur. Regardez toutes vers moi, quoi qu'il arrive.